Bonjour tout le monde, bienvenue à Conscience Plus. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial à vous présenter. On parle ici de Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Ton nom de famille, Jean-Jacques? Pérou. Bonjour Denis et bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Jean-Jacques, aujourd'hui, on aimerait parler un petit peu de conscience. Mais comme on est à Conscience Plus, on s'entend que là, je désire qu'on puisse parler de définir qu'est-ce que la conscience, concept que tout le monde a. Maintenant, on sait que la conscience ne s'arrête pas là où on pense, mais que ça va un peu plus loin. Et on rentrera dans ce concept-là un petit peu plus loin dans notre entrevue. Mais première des choses, comment peut-on définir la conscience? Là, mettons, on sait que même les gens qui l'analysent, la conscience, ne sont pas tous d'accord sur ce qu'est la conscience. Alors, allons-y de base, qu'est-ce que la conscience? Alors, on va essayer effectivement de définir une base, parce que comme tu le dis très justement, les gens qui analysent la conscience ne sont pas tous d'accord. Et chacun a une notion qui lui est propre de la conscience. Les médecins parlent de conscience altérée, par exemple, dans le cas d'un coma ou d'une anesthésie. Un chaman va parler aussi d'une conscience altérée quand il est dans un état de conscience différent. Monsieur, madame, tout le monde vont dire je suis conscient parce que je suis réveillé. D'autres vont dire mais j'ai une conscience, je connais la différence entre le bien et le mal. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un amalgame de notions et qu'en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle. Alors qu'en réalité, la conscience, c'est quelque chose de très simple à la base. Mais notre intellect a terriblement rendu les choses complexes. Si on pouvait donner une définition simple et simpliste de la conscience, on pourrait dire que c'est une énergie qui a besoin d'une forme pour se manifester. Première chose. Et deuxième chose, c'est une énergie qui va faire évoluer la forme pour permettre à la forme de répondre à l'appel de la vie. Et je dis vie avec un V majuscule, je ne parle pas de l'existence humaine. Déjà, rien qu'avec cette base-là, une énergie qui a besoin d'une forme pour se manifester, et forme sur notre planète, on en connaît 4, la forme humaine, la forme minérale, la forme végétale, la forme animale. Alors je sais que ça va faire hurler les rationalistes, parce que le problème du rationalisme, c'est que c'est la limite de l'intellect. Imaginez qu'une plante ait une conscience, il rejette. Mais pour pouvoir apprendre, il faut d'abord désapprendre. Donc, la conscience, c'est une énergie qui a besoin d'une forme pour se manifester et qui va faire évoluer la forme pour répondre à l'appel de la vie. Ça veut dire que quand on regarde un végétal, par exemple, en France, on a des vieilles ruines de châteaux, on voit par exemple des branches qui poussent dans un petit interstice de rien du tout, alors que nous, dans un jardin, il faut qu'on fasse un trou énorme de 80 par 80 pour planter un arbuste, et là on se rend compte que la vie s'est manifestée malgré les conditions précaires, malgré le vent, la pluie, la grêle, etc. Cet arbuste a poussé quand même, il a manifesté l'appel de la vie. Donc c'est pas une conscience individuelle, le végétal n'a pas conscience d'être un végétal, mais la conscience en lui s'exprime. C'est pareil pour un animal. Un chien rêve. Il a une conscience. Je sais bien que les rationalistes diront non, c'est pas de la conscience, c'est de l'instinct. C'est encore autre chose. Un minéral a une conscience parce qu'il exprime la vie. Alors ça aussi, ça peut surprendre et ça peut même choquer en disant mais il est fou, il dit n'importe quoi. Vous avez une grotte qui s'appelle Naïka, où les minéraux se développent d'1,5 centimètre tous les 100 ans. Quand on enlève l'eau de la grotte, il arrête le minéral de pousser. Certains font plus de 10 mètres de long pour 1,2 mètre de diamètre. Ça répond à l'appel de la vie. C'est pas humain, c'est pas végétal ou animal, mais ça répond à l'appel de la vie. Donc il y a conscience. Et c'est la conscience qui permet de manifester la vie. Mais nous, on a des concepts très humains qui sont très étroits parce qu'on intellectualise tout. Et ça, c'est le premier piège. Pour pouvoir apprendre, il faut commencer par désapprendre. Il faut de temps en temps avoir le courage, parce que c'est difficile, de rejeter à la poubelle
ce qui est communément admis. L'intellectuel, c'est un rationaliste. Et le rationalisme, c'est une barrière, c'est une limite. Tant qu'on est dans le rationnel, c'est sécurisant pour l'ego. Dès qu'on va dans l'irrationnel, l'ego est insécure. Donc il a tendance à rejeter. Donc pour revenir au propos de départ, si on pouvait définir la conscience, c'est ce qui permet à une énergie de se manifester dans une forme et qui va faire évoluer la forme pour répondre à l'appel de la vie. Aujourd'hui, l'être humain a une conscience. En tout cas, il perçoit des éléments de sa conscience et il veut le définir. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il y a autant de définitions et d'approches différentes de la conscience. Souvent, on a tendance, les humains, à séparer les choses pour analyser les choses. C'est sûr qu'on n'a pas idée de ce qu'est réellement la conscience, puisque lorsqu'on se pose la question, exemple, est-ce que le robot peut avoir une conscience? On peut donner des façons de faire à un robot pour qu'il ait l'idée ou nous donner à nous l'impression qu'il y a une conscience. Mais en réalité, ça pourrait être une conscience qu'on lui a donnée. Alors que nous, la conscience qu'on a, on se voit, qu'on se sait dans un temps, dans un espace, avec les sensations que nous avons, les 5 sens, je crois que là, c'est pour nous un type de conscience. Mais après ça, on a une conscience qui est au-delà de ça, où on peut avoir des sensations intérieures, des sensations internes à nos idées, à notre cerveau. C'est difficile de vraiment saisir la conscience dans toute sa globalité. Oui. Alors oui, en parlant des robots, on ne pourra jamais implanter une conscience dans un robot. On va pouvoir lui implanter une intelligence artificielle de plus en plus sophistiquée. On ne pourra jamais implanter une conscience. Le robot va répondre quasiment à la perfection comme le ferait un humain parce qu'il est programmé pour ça. Ce n'est pas une conscience, il ne répond pas à l'appel de la vie. Il ne réagit pas en fonction de son environnement. Même un minéral réagit en fonction de son environnement. Quand tu mets les gens qui ont des minéraux chez eux, qu'ils s'amusent à mesurer la fréquence vibratoire du minéral avec un pendule, il y a des échelles pour ça, ils notent la fréquence vibratoire et qu'ils posent le minéral sur une coquille Saint-Jacques. Ils le laissent 5 minutes. Quand ils reviennent, la fréquence vibratoire aura changé. Pourquoi? Parce que le minéral interagit avec son environnement. C'est ça aussi la conscience. C'est pas simplement la notion intellectuelle que nous en avons et dans laquelle nous voulons nous sécuriser. On voudrait une définition. Ça va bien au-delà de ça. On ne peut pas dissocier la conscience de l'évolution. C'est impossible. C'est étroitement lié. Dans les périodes antédiluviennes, comme on dit, l'être humain a été doté d'un corps éthérique, donc d'une conscience éthérique, à la période de la Lémurie. À la période de l'Atlantide, on a été doté d'un corps astral. Aujourd'hui, l'être humain, dans sa grande masse, fonctionne dans son corps mental. Et le corps mental, parce qu'on est obligé de faire plus ou moins des séparations, il y a un mental supérieur et un mental inférieur. Le mental inférieur, c'est l'intellect. C'est ce qui a permis aussi tous les grands progrès, toutes les grandes avancées avec ce que l'on perçoit des plans extérieurs. Mais c'est l'intellect qui nous a aidés à réaliser un petit peu ce que nous étions. Mais aujourd'hui, un être humain, c'est quoi? Un homme et une femme ne sont pas encore des êtres humains. Ce sont des hommes et des femmes. Ils ont potentiellement à devenir des êtres humains, c'est-à-dire des êtres complets. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait complet parce que nous n'avons pas la jouissance totale de notre mental supérieur. On est toujours dans une conscience involutive, on est toujours dans une conscience planétaire. On n'est pas encore, sauf peut-être de très 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 rares individus, dans une conscience parfaitement individualisée. Et quand on regarde la société, on serait plutôt dans une conscience individualiste. D'accord. En effet. Et oui. Alors, si on parle de conscience à venir ou la conscience qu'on pourrait appeler supérieure, sur des plans supérieurs, moi, j'associe la conscience quand même avec justement l'expérience.
On a expérimenté le mental et on est aujourd'hui dans cette façon de voir les choses. Maintenant, la conscience va avec l'expérimentation aussi, avec l'environnement. J'imagine que dans l'avenir, l'homme aura une conscience supérieure qui va faire appel, justement, à ce qu'on parlait, à un mental supérieur. Alors, qu'est-ce que cette conscience supérieure pourrait, entre guillemets, parce qu'on ne le vit pas, nous donner? Ben, elle va nous donner accès à l'infinité et à l'universalité. Pour l'instant, on a une conscience qui est encore limitée dans sa vibration, et en tout cas, nous ne percevons pas la totalité de cette conscience, vibratoirement. Dans les temps futurs, avec l'évolution des corps subtils, on va petit à petit déplacer notre conscience du mental inférieur vers le mental supérieur. Et dans ce mental supérieur, il y a des étapes préalables. Il y a ce qu'on appelle le mental, dans lequel on commence à fonctionner depuis quelques siècles, le surmental, qui est une étape intermédiaire, et après ce que d'autres ont qualifié de supramental. Sri Aurobindo, pour commencer, Bernard de Montréal était le premier à définir, à expliquer et à expliquer ce qui était réellement ce qu'ils appellent eux le supramental. En fait, pour l'instant, on fonctionne dans le mental et beaucoup avec l'astral. Petit à petit, on va se dégager de cette emprise de l'astral, on ne va fonctionner qu'avec le mental. Et après, on aura encore d'autres étapes. Mais ça, pour l'instant, ça ne nous concerne pas vraiment, parce que le supramental, c'est pendant des milliers d'années. On est à la 5e race racine, pas tout à fait à la fin. La 6e race racine sera une race qui sera beaucoup plus psychique. Il n'y aura pas de différence physique entre la 5e race actuelle à laquelle on appartient et celle qui va arriver. C'est au niveau du psychisme, c'est au niveau de la connexion justement entre le mental inférieur et le mental supérieur. On va fonctionner de plus en plus avec ce corps mental supérieur. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec le mental inférieur. Si on parle de psychisme, qu'est-ce que le psychisme? Si on veut que les gens nous suivent un petit peu, qu'est-ce que c'est le psychisme? Il faudrait demander ça à un psychiatre. Moi, je ne suis pas psychiatre. J'utilise le terme psychisme parce qu'effectivement, c'est lié à l'intellect, c'est lié à beaucoup de choses. Mais donner une définition précise du psychisme, je laisse ça aux spécialistes. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser, exemple, des gens qui peuvent à volonté arriver à une conscience du monde des morts, à une conscience qui est d'un monde universel où on peut se détacher de notre corps, se projeter dans le monde, qu'on pourrait dire planétaire ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait associer à cette conscience-là? On pourrait l'associer à quoi exactement? Déjà, c'est une excellente question parce qu'il y a un amalgame qui est fait entre le voyage astral et le voyage éthérique. Ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui font un amalgame, qui disent « j'ai fait un voyage astral, je suis allé me balader dans les planètes ». Il a pu aller se balader dans la planète, mais pas dans le cadre d'un voyage astral. Le corps astral ne peut pas se détacher trop loin du corps physique. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel de notre évolution humaine, le corps astral permet de se détacher que de quelques mètres. À partir du moment où on va plus loin, il y a un risque de mort. Donc quand le corps éthérique sera développé, à ce moment-là, oui, on pourra utiliser ce corps comme un véhicule et aller se projeter sur d'autres planètes. Donc à moins d'avoir quelqu'un qui a un corps éthérique remarquablement développé, dont il ait conscience et qu'il puisse utiliser, le reste, c'est de la manipulation de l'astral. J'ai un ami qui me soutenait mordicus, qui faisait des voyages astraux régulièrement. J'ai dit, mais écoute, c'est très simple, si tu veux en avoir le cœur net, va visiter une ville que tu ne connais pas. Et prendre des informations à l'intérieur de cette ville-là, les rues, les maisons. Le soir, il s'est couché, il est allé visiter cette ville. Et puis après, il y est allé en voiture. Et c'était pas la même chose.
Mais par contre, dans son rêve, il avait parfaitement l'impression que c'était réel. Ça, ce sont les manipulations de l'astral. Et il peut aller dans une ville, comme il peut aller dans des planètes, il peut croiser des races. Mais ça, c'est une manipulation de l'astral. Aujourd'hui, l'être humain ne peut pas utiliser encore son corps éthérique pour la bonne et simple raison, c'est que son corps éthérique n'est pas terminé. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il manque des bouts. Ça ne veut pas dire qu'il lui manque des bouts. Ça veut dire que vibratoirement, il n'a pas atteint son summum. Moi qui suis magnétiseur, par exemple, on le sent très bien, le corps éthérique, quand on pose les mains. Même chez un amputé, qui va souffrir d'un membre amputé. Mais on perçoit, on ressent. Il a sa vibration, le corps éthérique. Mais elle n'a pas atteint son apogée. Ça va venir dans le développement, les développements successifs de notre race humaine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc ça, ce sont des manipulations de l'astral. Et l'astral vous fera croire tout ce à quoi vous voulez croire. C'est ça qui est le plus pernicieux et le plus dangereux avec l'astral. D'accord. Donc il faut prendre conscience de ça. Beaucoup de choses nous viennent de l'astral. Ça peut être sympa, ça peut être agréable, mais c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. D'accord. Est-ce qu'on peut relier la conscience actuellement à ce qu'on a justement, comme on disait tantôt, acquis une âme, pas une âme, mais un corps éthérique. Par la suite, on nous a donné un corps astral. Par la suite, on a acquis notre corps mental. Si on prend conscience de ces différents corps-là, qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que Jean-Jacques a fait déjà une expérimentation dans ce sens-là? En tant que magnétiseur, oui, le corps éthérique, on le perçoit, je te disais tout à l'heure. Le corps astral aussi, quand on fait un soin à distance, on est obligatoirement confronté à l'astral. Parce que quelque part, on va se projeter mentalement sur un autre plan. On n'est plus dans la conscience actuelle du moment, du soin, on est sur un autre plan. Et au début, c'est fantastique. Moi, chaque fois que je faisais un soin, j'avais un prêtre égyptien qui me montrait comment faire. Ah oui. Et je trouvais ça super intéressant. Et des fois, j'étais seul, des fois, j'étais avec d'autres. Tout ça, c'est l'astral. Ce sont des mémoires qui remontent à la surface, pas forcément d'incarnation passée, hein, quoique, ça peut l'être, mais c'est l'astral. Là, dans ce cas précis, ça a pu m'aider parce que ça m'a permis d'affiner un soin ou de le faire différemment. Il y avait une notion de guidance, pas une notion de manipulation. La manipulation, ça aurait été si j'avais cru que je me projetais en Égypte et que je participais à un soin. C'est pour ça qu'il faut rester très vigilant avec les ressentis. Nous, on voudrait comprendre intellectuellement. Ce qu'il faut, c'est ressentir. Et si on ressent, on arrive, avec un peu d'habitude, à avoir du discernement. C'est ce qui manque le plus à l'être humain et c'est certainement une des choses les plus difficiles à acquérir, le discernement. Savoir si on se fait manipuler, si c'est une influence qui va plutôt nous aider, nous guider, c'est ça qui est extrêmement délicat. Et ça, c'est pas dans les livres qu'on l'apprend. C'est dans la pratique, c'est dans l'expérience. C'est pour ça que je fais une différence entre connaître et savoir. Savoir, c'est intellectuel. On peut apprendre plein de choses dans un livre. Mais connaître, ça veut dire naître avec. Quand on a vécu une expérience, on s'est enrichi de quelque chose. Et on a une conscience expérimentale encore. On a encore une conscience involutive. Pardon. Donc, cette expérimentation-là, elle est importante. Exemple, si on veut justement avoir une conscience évoluée, il faut les vivre, ces expériences-là, que ce soit au niveau astral ou autre. Il faut vraiment plonger dedans et voir qu'est-ce que c'est, puis s'attendre aussi à ce que quelqu'un nous ait déjà dit de faire attention à l'astral. Toujours. Toujours. Parce que on a un côté crédule, on a un côté naïf, on a envie de croire ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui brille. C'est exactement l'apparence que prendra une entité qui veut vous manipuler ou un plan qui veut vous manipuler. Après, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a quelques mois, j'ai dû subir une petite intervention chirurgicale. Pardon. Ma compagne a fait
passé quelque chose dont elle ne m'a pas parlé. Moi, juste avant d'être anesthésié, j'ai fait une sortie hors du corps. J'ai vu le bloc opératoire, etc. J'étais au-dessus de moi. J'avais conscience de ça. Je voyais mon corps, j'entendais les infirmières, l'anesthésiste, etc., le bruit des instruments. Et puis j'ai senti des présences. J'ai dit, tiens, je ne voyais pas. Je voyais que la salle. Je ne voyais pas les présences. Par contre, j'ai senti, comment je pourrais dire ça, une signature énergétique. C'est-à-dire que je sentais plusieurs personnes que je pouvais identifier à la vibration, à la signature énergétique. Après l'opération, j'ai appelé donc ma compagne, Marité, je lui ai dit, c'est super, j'ai fait une espèce de petit voyage, c'était vachement sympa, j'ai senti des présences. Elle me dit lesquelles. Alors, j'ai dit, ben, il y avait toi, il y avait un tel, 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 et c'était plutôt bienveillant, c'était une ambiance. Elle m'a dit, mais on a participé, je t'en ai pas parlé avant, on a participé à un soin à distance. Ah. J'étais pas dans ma conscience de réveil, j'étais dans un état de conscience dite altéré, mais j'ai pu ressentir leur présence. Donc, moi, j'ai pas toutes les réponses. Je peux discuter que de ce que je connais. Mais voilà, ce sont des choses que l'on va expérimenter de plus en plus parce que les capacités de l'être humain sont insoupçonnées. On se sent trop petit, on se sent trop peu, et surtout, pendant toute l'involution, on nous a expliqué que c'est en haut, quelque part, qu'il fallait aller, que c'est vers là où il faut simplement être soi. On est connecté à tout déjà, il n'y a pas de haut et de bas quand on est sur certains plans de conscience. Ça, ce sont des notions, des concepts purement humains. Le haut, le bas, la droite, la gauche, le ciel, les enfers, ça n'existe pas quand on est sur d'autres plans. Nous sommes des êtres uniquement énergétiques. L'énergie peut se densifier, ça va donner un corps physique, mais on n'est que de l'énergie. Et comme je disais tout à l'heure, la conscience anime toutes les formes, y compris une cellule. Quand vous avez un problème, vous pouvez vous connecter à vos cellules. J'ai une tumeur au cerveau, elle a régressé de 50% parce que j'ai fait un travail sur la tumeur. C'est pas quelque chose que je peux recommander, ou etc. Mais ça, ce sont des aspects de la conscience. C'est la vie qui se manifeste à travers la forme. Après, ne me demande pas pourquoi j'ai choisi d'avoir une tumeur. Ça a dû être décidé avant dans ma programmation, avant de m'incarner, mais certainement pour que je comprenne justement ce mécanisme de la conscience, de la conscience cellulaire, des énergies, des plans, etc. Donc, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. C'est un peu plus difficile à vivre pour l'entourage parce qu'ils s'inquiètent, c'est normal. Mais en fait, ça m'a permis aussi de bouger certains médecins. Parce qu'ils sont très rationalistes, ils sont très cartésiens, ils ne voient que la partie matérielle et physique. Et le rationalisme, c'est une barrière. On ne peut pas aller vers ce que l'on considère être irrationnel. Et il faut qu'ils désapprennent pour pouvoir apprendre. Et ces médecins, ce qu'ils voient, est-ce qu'ils le comprennent ou... Ils le comprennent en fonction de ce qu'ils ont appris. C'est toujours pareil. C'est pas en fonction de leur ressenti. C'est pas en fonction de l'information qu'ils reçoivent. Très peu. La plupart, ils se contentent de reformuler ce qu'ont dit les anciens. Voilà, les anciens ont dit que. Alors aujourd'hui, on progresse parce qu'il y a l'imagerie médicale, parce que la technologie avance aussi. Mais ils répètent. Est-ce qu'ils attribuent ça à leurs soins à eux ou si c'est... Ils auront du mal. Ils auraient beaucoup de mal parce que je n'ai pris aucun soin, aucun traitement. J'ai rejeté la chimiothérapie et j'ai rejeté la radiothérapie. Oh. La radiothérapie, non, parce que la tumeur est très étendue et j'ai pas envie, même si c'est un cerveau de blond, de me faire cramer le cerveau. Et la chimiothérapie, c'est pas bon pour la santé. Effectivement. En fait, une étude est sortie il y a 2 ans qui démontre, on ne savait pas trop pourquoi, la chimiothérapie avait un effet très spectaculaire de progression au début, et puis après ça stagnait, on était obligé de changer de protocole. Tout simplement parce que quand on met la chimiothérapie, la cellule réagit. Et elle réagit en synthétisant une petite protéine qui a 3 effets. Elle augmente la taille des cellules cancéreuses, elle augmente la vitesse de reproduction et elle les rend résistantes à la chimio. Donc on a enfin compris
pourquoi à un moment donné certains protocoles rencontraient des résistances. Mais c'est parce que c'est la chimio qui entretient la résistance. Donc aujourd'hui, le corps médical est en train de faire un petit peu machine arrière en disant la chimio, oui, mais pas de manière systématique. Ouais. C'est une prise de conscience, comme on dirait. Mais ils ont pris conscience effectivement de ces interférences entre la molécule, la cellule et le reste de l'organisme. C'est un grand tout. Et on est reliés tous les uns aux autres. Par la pensée bien sûr, par l'énergie, parce que j'ai la forme de mon bras, mais moi je ne m'arrête pas là. Ça va bien au-delà. Et tant qu'ils ne voudront pas admettre la réalité de l'invisible, la réalité de l'immatériel, ils vont buter. C'est quand même extraordinaire, le rationaliste. Il ne croit que ce qu'il voit. Il ne voit pas les rayons ultraviolets. Quand il va à la plage, il se protège, il met de la crème parce qu'il a déjà pris des coups de soleil. Il n'en a jamais vu d'UV. Mais on nous dit que les UV, c'est important, ça peut brûler la peau. Il n'en a jamais vu, mais il y croit. Parce qu'une autorité lui a dit que. Un rayon X, moi j'en ai jamais vu. J'ai passé des tas de radios comme tout sportif, hein, j'ai eu des pètes partout. J'ai jamais vu un rayon X de ma vie. J'ai vu le résultat du rayon X. Et le rationaliste s'arrête à ce qu'a dit une autorité, qu'elle soit religieuse, scientifique, spirituelle ou autre. Voilà, on croit. Et aujourd'hui, l'être humain, il doit cesser de croire. Il doit savoir. Et ça va passer par le développement de sa conscience. Plus il va aller vers le mental supérieur, plus il va savoir par lui-même et non pas ce que lui ont dit les autres. Selon ce que tu peux avoir comme concept, est-ce qu'on peut vraiment décider dans notre vie de changer les choses? Est-ce qu'on peut vraiment évoluer au point où justement on change notre programmation? Il semble bien dans ton cas, puisque tu as réduit cette tumeur de 50%. Alors, cela se fait vraiment lorsque on a une nouvelle conscience ou lorsque on est capable de dealer avec ce qui est programmé. C'est une question qui est délicate. Parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment de plus en plus qu'on ne peut pas changer les choses. Okay. On a décidé de s'incarner pour expérimenter la matière, les émotions et tout un tas de choses. On s'incarne avec une programmation qui est vraisemblablement décidée par l'ego. Bon, il a décidé de vivre telle chose parce que c'est important pour son expérience à lui. Et il va travailler à partir du ressenti que lui amène le corps physique, l'intellect et autres. Et je n'ai pas le sentiment qu'on puisse changer cette programmation. Mais ce n'est qu'un sentiment personnel. Alors je sais bien que ce n'est pas très engageant, mais en fait, on se donne un laps de temps d'incarnation sur cette planète, qui est une planète expérimentale. On se donne un laps de temps pour expérimenter des choses. On repart à la source. On poursuivra son évolution éventuellement sur d'autres planètes, voire en se réincarnant sur celle-ci. Mais je n'ai pas l'impression que dans le cadre d'une programmation, on puisse modifier. On a peut-être une petite fourchette, mais le libre arbitre, le choix, sont des notions qu'il va falloir revoir parce qu'on n'a pas réellement de libre arbitre. Même si on a l'impression qu'on décide, qu'on prend une décision, ça fait partie aussi de la manipulation. Alors c'est pas très engageant, je sais bien. Oui, je comprends. Mais il reste qu'il y a quand même quelque chose qui a réussi, puisque la tumeur a régressé de 50%. À ce moment-là, oui. Ma question, elle est, qu'est-ce que tu as fait, toi, personnellement, pour en arriver à ce résultat? Eh bien, je pense que dans cette incarnation, il fallait que je prenne conscience de ce qu'était l'énergie, de ce qu'étaient les plans, de ce qu'était la conscience. Et la meilleure façon de le faire, c'était presque à la limite de me fixer un défi sur ma feuille de route en disant, ben voilà, je vais avoir une tumeur, et puis, puisque je suis magnétiseur, puisque je crois au magnétisme, aux énergies, ça sera l'occasion de savoir si ce que j'enseigne, ce que je transmets, c'est vrai ou c'est dans les livres. Là, je peux témoigner que c'est vrai.
Ça, c'est bon. Mais ça, c'est quelque chose de personnel. Je ne pourrais jamais recommander à quelqu'un laisser tomber les traitements médicaux. D'ailleurs, en magnétisme, c'est interdit. Hein. Mais voilà, ça, c'était mon expérience d'incarnation. En tout cas, certainement la plus importante. Mais on peut, oui, travailler sur ces cellules. Moi, tous les soirs, en m'endormant, je travaillais sur mes cellules. Comme si je leur parlais, en fait. Oui. Je ne peux pas expliquer ça aux médecins, parce qu'autrement, ils vont me changer de service, ils vont me mettre la chemise qui se boutonne dans le dos. En attendant, l'IRM, il est là. C'est concret, c'est dans la matière. Elle faisait telle taille, elle fait la moitié, maintenant elle est stable. Bon. Elle ne m'entraîne aucun trouble. Je vis très bien avec. Ça m'a permis de prendre du temps de faire autre chose, parce que ça m'a obligé à arrêter de travailler. Ça me permet de passer du temps avec toi. Ça me permet de travailler sur d'autres choses avec Marité. Et on poursuit notre travail et notre apprentissage d'être humain, en fait. Qu'arrive-t-il aux gens qui, lorsque, ils arrivent à un certain âge, ils sont pris de l'Alzheimer et tranquillement, ils perdent cette mémoire-là qu'ils avaient dans leur vie de tous les jours et ils ne savent même plus qui ils sont et tout. Est-ce que on peut dire que de l'autre côté, lorsqu'ils meurent, ils retrouvent tout de leur expérience, de leur conscience? C'est difficile à dire. D'abord, c'est une maladie terrible, à la fois pour la personne qui en souffre, mais comme elle est moins consciente de son état, c'est surtout pour l'entourage que c'est terrible. Après, je me suis fait une réflexion il y a quelques mois de ça, avec Marité. On se demandait justement si c'était pas une première étape vers le vidage de la mémoire. On sait que le plan astral, auquel nous sommes tous reliés, c'est le plan de la mémoire. C'est le plan qui est relié à l'être humain par l'âme. Et je me suis posé la question de savoir si l'Alzheimer n'était pas des gens qui, d'une certaine manière, avec les influences extérieures, commençaient à vider cette mémoire pour préparer la prochaine incarnation et avancer. J'ai pas la réponse, mais c'est une question qui mériterait d'être posée à des spécialistes. Mais s'ils sont des spécialistes de la mémoire, cartésiens, jamais ils entendront et jamais ils pourront aborder cet aspect-là des choses. Moi, j'aimerais... on aurait Bernard de Montréal, je lui poserais la question. Est-ce que les gens qui font de l'Alzheimer, peut-être pas tous, mais certains, est-ce que c'est pas justement une première étape à couper le lien avec l'astral en vidant la mémoire, en vidant les mémoires, qui fait que dans la prochaine incarnation, ils n'auront pas ces bagages qui nous ramènent constamment au passé, à l'involution, etc. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est une épreuve douloureuse. OK. Si on parle, par exemple, de mémoire, souvent, on situe la conscience à l'extérieur du corps. Selon certains docteurs, on a situé la conscience à l'extérieur du corps. La conscience, souvent, est reliée avec la mémoire. Donc, moi, la réponse que j'aurais là-dessus, je dirais que la conscience et aussi la mémoire font partie d'un processus extérieur au corps et le cerveau devient, lui, comme une antenne face à cette accumulation de mémoire ou accès à cette mémoire ou même à cette conscience. Et au niveau de la conscience et de la mémoire, lorsque l'on meurt, on a accès à toute cette mémoire, de tout ce qui s'est enregistré dans notre âme, du départ de notre vie sur la planète, aller jusqu'à notre décès. Je ne sais pas si cette réponse peut satisfaire, mais c'est ma croyance à moi. Oui, mais elle a le mérite d'exister. Moi, je ne sais pas non plus exactement ce qui se passe de l'autre côté. J'ai des ressentis, j'ai des expériences. Il y a aussi beaucoup de manipulation de l'autre côté. Ce que je pense pouvoir affirmer aujourd'hui, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas d'émotion. Ça, c'est nos mentilations. Ça, c'est notre émotionnel et notre ego qui nous fait penser qu'il y a de l'émotion de l'autre côté. Est-ce qu'il y a de la mémoire? Oui, d'une certaine manière. Puisqu'ils sont constamment, les défunts, en train de chercher à, à vivre les émotions par procuration. C'est pour ça que ce lien malsain entre le défunt et l'humain vivant, c'est parce que en nous faisant faire des choses, en nous faisant commettre des choses, etc., ça génère chez nous des réactions émotionnelles, des réactions émotives,
et que, quelque part, vampirisent un peu ces émotions, parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'émotion, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais après, oui, je suis allé sur le plan astro, bon, dans le cadre de certaines choses, mais j'en ai pas fait tout le tour. Hein. Mais ouais. Il y a beaucoup de manipulations. C'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions et surtout ne pas croire. Même si ça nous convient ou si ça nous plaît. Il y a des gens qui font une expérimentation. Je ne sais pas si je pourrais te demander ton avis là-dessus. Qui s'appelle Emisync et qui plonge les gens dans un état qui est un état qui a été déjà expérimenté par d'autres personnes. Par exemple, on a connu certaines personnes qui font un voyage à distance, qui vont aller sur des lieux à distance et ont enregistré justement leurs signaux cérébraux. Et lorsqu'ils sont enregistrés comme ça, on voit une signature de ces gens qui sont capables de se projeter à distance et on fait revivre ce signal-là artificiellement chez des gens qui, eux, n'ont pas fait ce processus-là, ils n'ont pas développé ce processus-là et arrivent eux aussi par la suite à faire cette projection à d'autres lieux, exemple dans une autre ville, on en parlait tantôt. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette méthode Emisync ou qu'est-ce que tu sens par rapport à ça? Je te tutoie depuis le début. Hein? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Si c'est une méthode, par exemple, qui a pour but de faire découvrir à une personne un aspect d'elle qu'on appelle le plan astral, par exemple, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut qu'on en prenne conscience, justement, pour pouvoir s'en dégager. S'il y a un suivi et un accompagnement, ben, c'est une expérience comme moi j'ai fait les miennes à travers certains voyages, à travers certaines expériences et autres. L'expérience, elle est toujours riche de quelque chose. On en ressort avec quelque chose en plus. Mais par contre, si c'est pour expérimenter, par exemple, le plan astral, il faut à tout prix qu'il y ait des mises en garde, qu'il y ait une surveillance et un accompagnement. Parce qu'autrement, la personne va croire qu'elle a vu tel défunt dont elle était proche. La personne va être persuadée qu'elle a rencontré un extraterrestre ou des extraterrestres et qu'elle aura vécu telle chose. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement derrière pour que la personne redescende bien sur Terre, comme on dit. Autrement, elle va partir dans ses désirs, dans ses idéaux, etc. Et elle va être totalement déconnectée petit à petit du milieu social et de son environnement. Or, on est tous les uns avec les autres. OK. Donc, moi, je mettrais des mises en garde et des précautions. Après, expérimenter le plan astral, moi, j'ai des amis médiums, j'ai des amis chamans, ils expérimentent. Il y a longtemps, et encore certains le font encore, avec des substances. D'autres font simplement par la méditation ou par un voyage, etc. Il faut expérimenter, il faut savoir de quoi on parle. Si on veut parler de l'astral, on ne peut pas se contenter de ce qu'ont dit les autres dans les livres. Hein. Il y a aussi beaucoup d'erreurs dans les livres. Donc, il faut expérimenter. Mais par contre, il faut être accompagné, je dirais. Voilà. Est-ce que pour toi, il y aurait quelque chose d'autre à dire sur la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Comment on peut la développer? Comment on peut l'agrandir? Comment on peut acquérir quelque chose de plus grand? Alors là, je vais encore avoir une autre mauvaise nouvelle. C'est que ce n'est pas nous qui allons développer notre conscience. Il y a des forces extérieures à nous qui nous interpénètrent, qui nous font réagir à l'environnement. Le corps éthérique, par exemple, ce n'est pas nous qui allons développer le corps éthérique avec des pratiques. Ce sont d'autres énergies qui vont faire en sorte que quand c'est le moment, on va augmenter, ou ils vont augmenter la fréquence vibratoire du corps éthérique pour nous permettre justement de poursuivre notre évolution. Donc,
Il n'y a pas de pratique, de rite, de prière, de tout ce qu'on veut pour progresser à ce niveau-là. On dit depuis des siècles, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc nous, il faut juste qu'on se prépare. Se préparer comment? Pas avec des pratiques, pas avec des rituels, simplement en étant attentif à tout ce que l'on fait, à nos pensées, être le moins nocif pour l'entourage, que ce soit les siens, que ce soit son environnement, etc. Analyser nos pensées. Quand elles arrivent à quelle fréquence? Est-ce qu'elles nous perturbent? Est-ce qu'elles nous tranquillisent? Est-ce qu'elles ont un côté créatif, constructif? Ou est-ce qu'au contraire, elles nous mettent à genoux et nous enfoncent? Faire attention à toutes ces influences extérieures. Et une étape qui me paraît importante, ça va être de commencer à réaliser que nous ne pensons pas, en grande partie. La grande partie de nos pensées viennent de l'extérieur, on capte. Et quand on va cesser de capter ces pensées, on pourra réellement établir une connexion avec une conscience et une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que la nôtre. Mais il faut déjà que nous, on se tune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente notre fréquence vibratoire pour pouvoir capter autre chose. Pour l'instant, on capte tout. Alors, pour se tuner, justement, il faut qu'on se tune, qu'on augmente notre fréquence vibratoire. On l'a fait de quelle manière? Mais il n'y a pas de technique. Le besoin de technique, c'est lié aussi à l'évolution. On nous expliquait qu'on était tout petit et qu'on avait des aides et autres. Vouloir une technique, c'est comme vouloir une béquille. Il n'y a pas de technique. Il faut s'observer, il faut se comprendre, il faut se connaître, il faut être attentif à son fonctionnement. Comment mon corps réagit à tel aliment? Comment ma pensée est venue? Pourquoi j'ai pensé ça? Est-ce que d'abord c'était réel cette pensée? Parce que des fois on a des comportements, on dit « Ah, telle personne me fait la tête ». Non, elle était simplement juste préoccupée, elle ne boudait pas, elle était préoccupée. Mais nous on va broder là-dessus, qu'on comprenne le mécanisme, les enchaînements de nos pensées qui des fois nous font complètement nous fâcher, alors qu'en fait à la base il n'y a rien de problématique. Mais l'enchaînement des pensées, c'est une façon de travailler sur soi. C'est une façon aussi de faire augmenter sa fréquence vibratoire. Parce que quand on commence à réaliser comment nous, on fonctionne, le type de pensée auquel on a donné prise, au lieu de les laisser passer, on se dit, mais les autres, ils font pareil aussi. Donc, c'est pas toujours qu'ils me fassent la tête, ou c'est pas toujours qu'ils m'en veulent. Non, il est dans son énergie, je suis dans la mienne, il faut prendre conscience. Et on développe une certaine forme de tolérance, même si tout n'est pas tolérable, mais on développe une certaine chose. Et surtout, on augmente petit à petit sa fréquence vibratoire, la fréquence vibratoire de ses corps subtils, tout en sachant que celle du corps éthérique, c'est pas nous qui allons la faire évoluer. Quand un moment sera venu, d'autres énergies, d'autres forces extérieures feront le travail. Et les connexions, il faut en prendre conscience. Comme on dit. Alors, merci beaucoup à toi, Jean-Jacques, et merci aussi pour ta patience, parce que tu as été très patient dans notre contact, alors qu'il y a eu des petits des manques au niveau de mon logiciel pour enregistrer, des manques, il y a des choses qui se sont passées que les gens ne savent pas, là, mais j'ai trouvé extraordinaire ta patience et je te remercie beaucoup pour ça. Et maintenant, je vais dire aux gens, justement, merci beaucoup de nous avoir écoutés et revenez-nous pour une prochaine rencontre, alors qu'on n'a pas terminé de parler de la conscience et qu'on va arriver aussi à avoir des outils. On a parlé des MiSync, mais on va justement parler de ces outils qui sont donnés pour expérimenter, pour avoir conscience de d'autres aspects de notre être. Alors, revenez-nous pour une prochaine émission. Merci encore, Jean-Jacques, et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne quittez pas tout de suite.
Et pour m'aider à vous en donner plus, veuillez liker et partager sur Facebook. Cliquez aussi sur le lien qui apparaît ici et vous aurez la possibilité de voir l'article qui est sur notre site. Et pour vous abonner à la chaîne YouTube de Conscience Plus, vous allez cliquer sur le logo et vous allez arriver sur la page et vous abonner en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi venir nous voir sur le www.conscienceplus.com et laisser nos commentaires, vos commentaires à savoir à conscienceplus.com. Vous pouvez aussi, à la fin de la lecture d'un article, laisser votre commentaire sur le site. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.